Alors, on passe à la seconde table ronde. Là encore, l'idée étant de partager un certain nombre d'expériences industrielles et de réagir par rapport aux deux conférenciers. Je vais commencer par vous, Valérie Lagrange. Vous travaillez au sein de EDF Nucléaire. Vous êtes en appui au management, spécialiste des questions de facteurs humains. Je peux même dire experte, facteurs humains et organisationnels. Et vous travaillez donc sur cette question de culture de sûreté. On parlera avec vous de culture de sûreté. Vous maîtrisez depuis longtemps un certain nombre de concepts, d'outils, de messages autour de la culture de sûreté. Et vous êtes d'ailleurs, votre groupe, l'un des premiers à s'être penché sur la question, suite aux événements assez importants. Il y a une question derrière, c'est comment arriver finalement à rendre concret ces concepts qui, comme on le voit, sont complexes, très complexes. Alors, je suis venue avec tout un tas de petites idées dans ma tête et puis évidemment la journée s'est déroulée, j'ai appris plein de choses et du coup j'ai envie de réagir aussi à ce qui a été dit. Alors pas uniquement, parce que j'ai compris la règle, pas uniquement à Florence ou aux collègues donc professeurs, mais aussi avec tout ce qui a été dit avant. Alors il y a 3-4 mots qui me sont apparus et à partir desquels je vais essayer d'organiser quoi ? Un témoignage, hein, rien de plus. Le premier, c'est storytelling. Alors c'est vrai que c'est un peu à la mode et en même temps j'ai bien apprécié donc, ce qu'a dit David Autissier, c'est qu'on est dans une histoire. Et cette histoire-là, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui va nous amener, encore une fois, à fonder nos envies, nos focalisations, nos routines et tout ce qu'on veut. Bon. Et la nôtre, évidemment, elle est marquée par des accidents extrêmement graves. Et par rapport à la culture de sûreté, on a un accident majeur, Tchernobyl. Tchernobyl qui nous dit à un moment donné, certes... Parce qu'il y a eu Three Mile Island, on a appris que l'interface homme-machine était très importante, la formation était très importante, il fallait des procédures, etc. Oui, mais il y a autre chose. Ça, c'est nécessaire mais non suffisant. Il faut cette orientation par rapport à la primauté sûreté. Il faut que chacun se sente comptable de la sûreté. Alors, les termes utilisés dans un document excellent dont je vous vraiment conseille la lecture, il est vieux, mais il est toujours aussi bon, c'est l'INSA 4, par l'agence, donc l'AIEA, qui a fait ce retour d'expérience de Tchernobyl. Et il nous dit quoi ? Il nous dit primauté sûreté, avoir une attitude interrogative, des démarches rigoureuses et prudentes. Alors, c'est vrai que, pour revenir à ta question, Camille, c'est pas évident. Une fois qu'on a dit ça, bon, en attendant, ça oriente pas mal quand même. Alors, juste pour prendre des exemples, parce qu'il y a d'autres mots qui m'ont semblé très, très importants, c'est engagement. Engagement d'un leader. Qu'est-ce que fait un leader ? Alors chez nous, mais bon, avec grande humilité, on n'est pas là pour dire qu'on est les meilleurs, très loin de là. On est là juste pour témoigner. Un leader, par exemple, il met en place un processus sûreté extrêmement fort alors qu'on a un système de management intégré. Et alors pourquoi est-ce qu'il est fort ce processus ? D'abord parce qu'il existe. Vous allez voir dans pas mal d'industries à risque, il n'y a pas un processus sûreté dédié. Et aussi parce qu'on lui donne des droits et des devoirs. Alors le devoir, c'est de piloter le domaine. Le droit, c'est d'interpeller les autres. Interpeller le processus produire quand effectivement on a des décisions pas simples ou parfois il y a des conflits potentiels. Interpeller le processus RH quand on considère que finalement les compétences ou les ressources sûreté sont plus assurées comme il faut. Assurer tel projet qui va engager tout un tas de changements où les hommes et les organisations vont être très modifiés et où il y aura potentiellement un impact sûreté. Donc je m'arrête là, mais pour moi là on est sur un indicateur fort très très haut de l'organisation qui dit oui, la primauté sûreté pour moi ça a du sens. C'est cette interpellation. Deuxième exemple, là je suis dans la structure, mais la structure c'est ce qui reste quand même encore une fois dans les organisations et qui sont pérennes, même si après on passe notre temps parfois à dévoyer tout ça. C'est la mise en place de consultants facteurs humains sur nos sites. Donc des experts, certains sont ici parmi nous, des experts dont le boulot, comme dirait Florence, c'est d'aller regarder le travail. C'est s'intéresser à ce qui se passe concrètement sur le terrain en appui du management, pas à la place. Et là, il faut être extrêmement clair. Même si j'ai trouvé un petit peu dur ce que tu as dit sur les visites terrain des managers, en attendant, ça change la posture, ça agence les visions. Bon. Mais ça ne suffit pas, là non plus. Bon. Donc, mettre des experts dont le boulot est d'aller travailler le terrain avec les personnes, remonter une connaissance concrète de tout ça, c'est fondamental. Et aider les gens après dans les changements à partir de cette connaissance. Bon, je bascule sur d'autres volets qui est les comportements. Et je m'arrêterai après là, c'est l'engagement du personnel. Comment est-ce qu'on finit par, effectivement, non pas leur faire tomber tout un tas de choses, mais leur donner la possibilité. Alors, je me rappelle déjà plus, aussi peut-être que je l'ai noté, la citation de René Char, mais elle est fantastique. Elle est vraiment fantastique. Il faut retenir les poètes dans ces cas-là, quoi. C'est parfois mieux qu'un tableau d'indicateurs, quoi.
ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place, pas partout, là aussi, parce que la culture, encore une fois, c'est en fonction du contexte du terreau. C'est Dounia qui dit souvent ça, le terreau dans lequel ça va pousser. Eh bien, on met en place des projets d'équipe. Voilà, il y a un espace de responsabilité avec un volet sûreté. Le point important, c'est que d'abord, ils vont faire un diagnostic ensemble. Ce collectif va discuter du travail, des résultats, au regard des indicateurs, sûreté, dur, qu'on remonte jusqu'au national, voire à l'extérieur. Et on va se positionner par rapport à ça. Moi, je contribue comment, dans mon métier, à cet indicateur? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire demain pour que, collectivement, on s'améliore? Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui, encore une fois, pour nous, atteste avec beaucoup d'humilité, j'espère, de ce qu'on fait. Dernière chose, c'est que la culture, on n'en a jamais fini, quoi. Aujourd'hui, on fait ça. Hier, on a fait autre chose. C'est pas gênant parce qu'on sent bien que les ressorts, ils doivent être utilisés différemment. Et voilà. Je vous remercie de cet éclairage qui était très complet. Je vais passer la parole à Jean-Paul Crécy. Vous êtes donc délégué fédéral en charge, pour la CFDT, en charge des risques industriels majeurs. Alors, vous, votre position vous permet d'avoir une vision un petit peu d'ensemble et d'échanger avec les personnes qui sont au sein de ces entreprises, qui lancent des démarches, et qui ont lancé des démarches. Quels enseignements ou quel signal d'alarme ou éventuellement quel regard portez-vous sur ces démarches à partir des éléments qui vous remontent? Effectivement, bonjour à tous. Je pense qu'on a à peu près l'une des rares organisations qui se préoccupent de ces questions de risque industriel majeur. Dans la salle, il y a quand même un certain nombre de mes collègues CFDT qui sont présents. Alors, je pense que, on n'a pas une critique particulière sur la culture. Je crois que là-dessus, c'est un concept sur lequel on se retrouve. C'est après, là où on est beaucoup plus interrogatif, c'est sur l'application et la manière dont ça a fini par descendre sur le terrain. Alors, je crois que l'idée, elle est généreuse. Quelqu'un a cité tout à l'heure aussi le lean management. L'idée est parfaitement généreuse. Je dirais, a priori, c'est de faire que les salariés soient bien au travail pour adhérer, etc. Ceci étant, je veux dire, comme ça descend la ligne hiérarchique, il y a des moments où, entre le concept théorique que je partage assez bien avec les intervenants, et quand on retrouve à la fin, il y a des écarts qui sont là assez importants. Je crois que nous, notre réflexion, justement, après, on est au sein avec mes collègues, c'est de voir comment on peut tenir notre rôle de représentant des salariés. C'est quand même, on est élu par les salariés, donc notre boulot, c'est quand même ça, de le faire, mais de le faire évoluer de la simple fonction de DP où on posait des revendications et donc dans un cahier, on avait des réponses oui, non, enfin peu importe. Et le mois suivant, on reposait la question quand on n'avait pas répondu, vers un rôle de facilitateur garant. J'insiste sur la notion de garant aussi. Je crois que c'est ça qui me paraît important de travailler, nous, en tant que représentants des salariés. C'est comment, à partir de quelque chose que l'on peut partager, je veux dire, a priori, il faut en discuter. Je veux dire, et ça fait partie du débat. Une fois qu'on est d'accord sur l'objectif, c'est comment on fait que la parole soit réellement libre là-dessus. Je veux dire, comment on va s'impliquer de façon à ce que les salariés, quand ils parlent, quand ils s'expriment, quand ils disent des critiques sont entendus, que ça joue pas sur la carrière, ou enfin des choses comme ça. Je pense que c'est tous ces aspects-là qui sont importants de travailler. Et désolé, on est beaucoup impliqué dans l'ICSI. Honnêtement, dans les entreprises, on ne se sent pas très impliqué dans les démarches FHO. Donc, ça vaut pour toutes les entreprises qui développent des principes de culture. En tout cas, merci. Et je pense que ce terme que vous utilisez de facilitateur, en tout cas, doit résonner chez beaucoup. On va terminer cet échange-là par Frédéric Marsac. Vous êtes responsable sécurité, santé et environnement chez Precioso Technilor. QHSE, oui. QHSE. Et vous avez souhaité, votre groupe, redonner un nouveau souffle à vos performances sécurité
notamment parce que vous avez vécu malheureusement un accident important. Il y a eu un concours de circonstances, vous avez vécu un accident mortel, je crois qu'on peut le dire. Et vous avez lancé cette réflexion, un certain nombre d'axes. Et l'axe que vous avez choisi aussi, c'est cette question du rapport à la règle et des règles de sécurité et de maîtrise des risques. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure vous avez, là encore, réussi à engager votre personnel dans cette démarche? Bien sûr, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Camille, tu as bien résumé quelques éléments de contexte. Un essoufflement, il y a à peu près 3 ans, on s'est rapproché de l'ICSI pour trouver un nouveau souffle. Et on a démarré par un diagnostic culture-sécurité. Ça nous paraissait évident. Déjà, la cible n'était pas évidente à définir, mais si on ne sait pas d'où on part, c'est encore plus compliqué. On a eu plusieurs enseignements, bien sûr, par rapport aux résultats de ce diagnostic. On a mis en place un plan d'action qui était défini sur 5 axes. Un des axes était la mise en place d'un référentiel commun. En effet, ça a été motivé par un concours de circonstances, parce que un mois après les conclusions du diagnostic, on a subi un accident mortel. C'est vrai que ça a marqué les esprits, notamment au niveau de notre direction, qui est très très impliquée, et il y a eu un sentiment un peu d'injustice en quelque part. Mais il fallait. Enfin voilà, on a lancé une démarche, il fallait avancer, il fallait rebondir en quelque part après cet événement tragique. On a eu aussi, on nous a ouvert les yeux par rapport à la priorisation de la prévention par rapport aux risques majeurs. Si on n'en avait pas conscience avant, on l'a maintenant. Et ça dicte quand même notre plan de progrès culture-sécurité. Donc, en effet, on avait beaucoup de règles, un peu à l'instar de Bouygues, beaucoup de règles. Par contre, elles étaient traitées au même pied d'égalité. Voilà. Donc, il fallait qu'on mette en place un référentiel commun de règles essentielles qui parlent bien sûr à tout le monde dans le groupe. Alors, c'est vrai qu'on a des métiers qui sont diversifiés. On est implanté dans pas mal de pays dans le monde. Donc, il fallait que les règles au niveau conception soient suffisamment générales pour parler, pour couvrir toutes nos activités et tous nos métiers, mais suffisamment spécifiques pour parler à chacun d'entre nous dans le quotidien. Donc, on est parti sur une approche, je vais qualifier ça semi-participative, parce que également, en termes de culture, on part de loin. On avait une approche très directive, très prescriptive. Donc, changer de tout au tout par une méthode très participative, ça nous paraissait extrêmement compliqué. C'est pour ça que je parle de semi-participatif, parce que dans le processus qu'on a choisi, on a impliqué à des étapes bien précises un certain nombre de collaborateurs dans le groupe. Semi-participatif, voilà, on a travaillé sur un draft avec l'équipe de direction, par rapport à nos connaissances, bien sûr, de nos risques, de nos métiers, par rapport aussi des enseignements de notre diagnostic culture-sécurité. Et une fois que ce draft a été abouti, alors il fallait que ça soit des règles essentielles, que chacun s'y associe, s'y reconnaisse. Donc c'est pour ça qu'on emploie souvent le jeu, respecte, etc. Et ces règles devaient être des règles incontournables, applicables par tous, en tout lieu, en toutes circonstances, en tout temps. Donc, une fois le draft finalisé,
on a sollicité la participation de l'ensemble des managers de business unit dans le groupe. Voilà, on les a associés à ce moment-là. L'idée, c'était, étant donné que c'était des règles qui s'appliquaient partout, bien évidemment, il fallait gommer éventuellement des différences au niveau du groupe, des entités, où les règles ne pouvaient pas s'appliquer. Donc, on a eu grand nombre de commentaires, de la forme, du fond, bien sûr, je passe le détail. Tous ont été étudiés avec la direction et voilà, on a, bien sûr, il y a eu des choix par rapport à la vision qu'on avait du sujet, mais il y a eu beaucoup de remarques pertinentes qui ont été intégrées dans le projet final. Ensuite, on a intégré dans le processus l'implication des représentants du personnel, que ce soit France, mais également il y a des représentants du personnel dans d'autres pays du monde, bien heureusement. On a eu une adhésion très forte déjà à leur niveau. Voilà, ils avaient compris le sens de ces règles qui sauvent. J'ai perdu le fil, désolé, de ma discussion. Alors juste une question, est-ce qu'aujourd'hui... Oui, donc on a vu un avis vraiment à l'unanimité, un avis favorable de tous les URP partout dans le groupe. Ensuite, voilà, après, il y a la phase un peu matérielle, de création des supports, etc. On a diffusé tous ces supports partout dans le groupe avec... bien sûr, un plan de déploiement et de communication. Alors, je passe la partie communication parce que je pense que ça, c'est le plus, on va dire, facile à faire, les supports, les médias, etc. Le déploiement était en plusieurs phases. Déjà, il fallait impliquer l'encadrement. Donc, on a impliqué le management, on a impliqué les IRP, on devait impliquer le middle management et le management de proximité. Donc, avant une diffusion complète de ces règles d'or sur le terrain, pour l'ensemble de nos collaborateurs, on a procédé à une information au niveau de ce niveau de management, d'encadrement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des règles qui étaient, on va dire, courantes, enfin, qui étaient dans les mœurs, qui étaient appliquées. Il y en avait d'autres qui étaient un peu nouvelles, notamment pour la France. Donc il fallait qu'à leur niveau déjà, ils se les approprient et commencent à les mettre en place sur le terrain, notamment sur des règles qui n'étaient pas dans les mœurs. Ensuite, on a déployé bien sûr à l'ensemble du personnel, on leur a, voilà, sous forme de séances d'information. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez les effets de cette... Vous sentez que le fait de les avoir impliqués, et ce serait presque le mot de conclusion qu'on pourrait donner, oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a une forme de respect de ces règles un peu plus, ou vous le mesurez aujourd'hui ? Oui, alors déjà, on a laissé à l'ensemble du personnel 2 mois pour ces accaparés, et on a fait une journée de lancement. Une journée de lancement qui était sous la forme d'une commémoration, puisque c'était à 1 an après l'accident tragique. Donc voilà, ça a donné énormément de sens et on a eu sur le plan mondial un engagement très fort. Bon. Le plus difficile, bien sûr, c'est de le maintenir dans le temps. Exactement. Voilà. Exactement. Donc on a mis un certain nombre de mesures en place, notamment par le biais de la formation de notre encadrement en termes de leadership sécurité, puisqu'il fallait c'est une des attentes du leadership, c'est aussi faire vivre voilà, ces règles. Et puis des outils qui étaient associés, comme, voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais une politique de sanction juste, enfin, de contrôle qui peut aboutir jusqu'à la sanction, mais que cette sanction soit juste et appropriée, et une politique de reconnaissance en parallèle. Très bien, on va s'arrêter là parce que sinon on risque de déborder et le temps... J'avais une question importante, moi. Quand vous entendez parler de revenir un petit peu à cette question de métier, à cette question de reconnaissance, à cette question de collectif, voire même on a entendu dans un éclairage qui peut paraître parfois même un peu différent, l'idée d'avoir des managers libérateurs au service un peu plus des équipes. Est-ce que ça, vous sentez que l'entreprise est prête
à regarder ces questions de manière un peu plus attentive, ou ça froisserait certains? Alors, juste la question s'adresse à tout le monde. Je vais donner la parole à Valérie ou à Jean-Paul pour équilibrer. Alors, voilà. Je pense que ce qu'a dit Isaac Getz, ça nous a mis une claque, quoi. C'est-à-dire qu'il décrit une entreprise, comment a-t-il dit oui, ça a libéré, ça c'est ce qu'on aimerait, mais en attendant, c'est une entreprise un peu rigide, sclérosée, plutôt descendante. Bon, alors, c'est pas un modèle typique du nucléaire, mais quand même, ça y ressemble un petit peu. En même temps, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des vraies actions depuis plusieurs années, justement, de prise en compte du terreau dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, il y a des choses extrêmement simples. Et là, ça fait aussi écho à ce qu'a dit Florence. C'est est-ce qu'on prend du temps pour parler de ces questions-là? Et je pense que s'il n'y a qu'un indicateur, c'est dans ces équipes élémentaires, là, combien de temps on prend pour parler de la sécurité ou du travail en général. Et je pense que là, on serait très, très, très étonné par le peu de temps qu'on consacre à ça au final. Et je pense qu'un manager, alors facilitateur, j'aime bien moi ce terme-là, Jean-Pierre, c'est que, oui, pour être facilitateur, il faut qu'il donne la parole et qu'on consacre du temps aux choses importantes. Donc là, c'est extrêmement révélateur. Et ça, je pense que c'est peut-être pas la peine de faire tout de suite la révolution, parce que de toute façon, on sait qu'elle sera longue, et qu'il y a peut-être des petites choses comme ça qui, au quotidien, amènent à dire « Ah tiens, ça a un tout petit peu bougé sur ça, et puis sur ça. » Voilà. Et encore une fois, c'est l'idée de David Autissier de tout à l'heure. Il n'y a pas un changement, il y a 1001 actions. Et ça, c'est fondamental, vraiment. Il faut s'en convaincre. Et chacun a une action possible à sa main, quoi, quelle que soit sa fonction, son métier dans l'organisation. Et vous, Jean-Paul, quand le rôle du manager facilitateur, de la reconnaissance des collectifs, j'imagine que c'est des éléments qui vous parlent. Quel est votre est-ce que vous êtes positif à l'idée que ça va évoluer? Comment dire? En termes d'idées, c'est positif. En termes de mise en œuvre, pour mettre en place une idée, et notamment par rapport au manager, si on veut qu'il retourne sérieusement sur le terrain, il faut sûrement qu'on leur enlève une bonne partie des tableaux Excel de report de tout un tas de choses qui, au bout du bout, je me demande d'ailleurs si quelqu'un les lit. Je pense que c'est revoir quand même aussi le profil de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que pas dans ses objectifs, l'entreprise, on sait bien qu'elle est là pour produire et faire des choses, mais je vais là sur le fonctionnement. Aujourd'hui, on a de plus en plus une montée très très haut des décisions. Moi, en 20 ans, dans les grands groupes, mes collègues me disent que les directeurs de sites ont de moins en moins déjà d'autonomie. Enfin, je dis à un moment donné, en parlant d'autonomie d'en si eux ils n'en ont pas, c'est quasiment, il faut remonter au plus haut quand c'est aux États-Unis ou ça pour obtenir un droit de dépenser 3 francs 6 sous. Enfin, bon. Ça, les normalisations, les politiques d'achat est strictement rigoureuses. Enfin, je pense que c'est pas le tout de dire qu'il faut le faire, quoi. Ça veut dire que c'est une vraie révolution culturelle. Alors, la révolution culturelle, je ne suis pas pris dans le sens révolution. Pas dans fâcher quelques-uns. Ah, on va fâcher quelques-uns. Non, pas. Ne partez pas tout de suite. Voilà, d'accord. Moi, je suis pas. La CFDT ne préconise pas la révolution chinoise, mais bon, ouais. C'est pas. Mais je veux dire, j'ai à un moment donné, c'est une question de réelle orientation de gouvernance. Et est-ce que tout en haut de la pyramide, on considère un intérêt pour ceux qui sont en bas, quoi. Enfin, même ceux qui sont en intermédiaire. Parce que ce qu'on n'a pas parlé, c'est aussi, puisqu'on parlait des managers intermédiaires, des fois se sentent un peu délaissés. Ça fut très bien. Au institut, parce qu'en dessous, ils se font critiquer parce qu'on leur demande de descendre des ordres, et puis au-dessus, de toute façon, on ne les considère plus parce que c'est des cadres, mais aujourd'hui, où est l'association même des cadres dans l'entreprise, quoi, dans la réflexion, la stratégie, enfin, c'est sûrement lié à la taille des groupes qui augmente, etc. On peut trouver toutes les explications qu'on veut, mais à un moment donné, il faut aussi aller jusqu'au bout de la réflexion. Frédéric, vous avez le mot de la fin. Est-ce que on a entendu facilitateur, manager, facilitateur, direction. Est-ce que les HSE ont également un changement de posture à faire? Question difficile, hein. Je vous la laisse. C'est gentil, tricot, s'il vous plaît.
c'est pas une question facile. En effet, la place du HSE, voilà, les lignes doivent être bougées, ça c'est évident, et c'est une de nos observations, et c'est un des axes de travail que l'on a aussi chez Precioso. Voilà, c'est vrai que le métier HSE a énormément évolué ces dernières années, et malheureusement, en France, par rapport aux contraintes réglementaires, administratives, etc., voilà, on n'a plus une mission qui s'oriente vraiment sur des priorités de maîtrise vraiment des risques et d'assistance opération pour la maîtrise des risques. Donc, voilà, en tout cas, on travaille, et on travaille d'ailleurs juste sur un mode participatif. Voilà, on y vient, mais voilà, c'est du travail. Voilà. Et on y vient, et pour justement prioriser les missions HSE pour voilà, qu'elles soient plus efficaces par rapport Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. On peut les remercier. Ce n'est pas un exercice facile. Je vous remercie vraiment.